C'est une enquête qui pointe la responsabilité de la France au Rwanda, 25 ans après le génocide des Tutsis qui a fait plus de 800 000 morts. Retour à Kigali, une affaire française, c'est le nom du documentaire de Jean-Christophe Klotz. Le journaliste soulève une à une les ambiguïtés de l'armée française à l'aide de témoignages inédits. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous aviez déjà réalisé 2 films auparavant sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Pourquoi ce dernier film, Retour à Kigali, s'imposait pour vous ? Parce que j'ai eu la sensation que 25 ans plus tard, la parole commençait à se libérer, difficilement, mais en fait les éléments que je présente dans le film sont des éléments finalement qu'on connaissait déjà, mais là ils sont corroborés par des témoignages de gens qui n'avaient pas osé encore prendre la parole. Alors Rwanda commémore cette année le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. Estimez-vous qu'il est temps que la France reconnaisse publiquement sa responsabilité au vu de votre film, pour commencer? Non, mais c'est le débat sur les excuses ou pas les excuses, moi ça ne me concerne pas. Ce qui me choque, c'est que 25 ans après, on n'a toujours pas une interprétation unique de ce qui s'est passé. Je pense que c'est assez inadmissible sur un événement d'une telle importance. Et donc le film que j'ai fait essaye de briser, si vous voulez, la narration française, franco-française de ce qui s'est passé. Voilà, c'est l'ambition du film, en fait. Alors vous avez réussi à interviewer de hauts gradés français. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans leur lecture des événements ? Disons, ça faisait des années que j'avais envie, dans un coin de ma tête, de m'adresser à ces gens-là. Je n'osais pas vraiment le faire. Et je pense qu'ils n'étaient pas prêts non plus à parler. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, moi, j'avais une vision d'autorité française, une vision assez univoque, en fait, d'un bloc, si vous voulez. Et en fait, en parlant avec les responsables de l'époque, certains, je me suis rendu compte qu'il y avait des divergences, bon, qui ont du mal à apparaître au grand jour. Mais je pense que finalement, on n'en est qu'au début si vous voulez, on essaye de remettre les pièces de ce puzzle dans le bon sens, en France, hein, parce qu'à l'étranger, a priori, la narration est correcte. On a un souci en France. Et finalement, qu'est-ce que vous retenez? C'est davantage le déni ou les erreurs d'analyse? Quand vous regardez le panel de... Il y a les deux choses. Je pense que la France, enfin, la France, c'est difficile de dire la France, ça dépend qui, mais les autorités françaises de l'époque se sont enfermées dans une lecture univoque qui était une lecture de guerre civile, si vous voulez, entre un mouvement, avec des guillemets, rebelle et un mouvement, entre guillemets, légitime. Et ils n'ont pas vu, ou ils n'ont pas voulu voir, ou ils n'ont pas voulu prendre en compte qu'il y avait un génocide, le génocide des Tutsis du Rwanda, et ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte en fait. Alors on va regarder maintenant cet extrait. Après la mort du président Habyarimana, un gouvernement intérimaire rwandais est mis sur pied directement à l'ambassade de France. Pourtant il est composé principalement de Hutus extrémistes. Réaction du ministre de la Défense de l'époque, regardez. C'est une erreur de l'avoir reçu. Voilà une erreur qu'on a faite, qui me choque. Alors, d'où venait la décision de recevoir les émissaires du GIR? Je ne sais pas. J'ai appris ça. Je ne me souviens même pas de l'opération elle-même, de la réunion elle-même, parce que je trouve ça très choquant. C'est un des rares points sur lequel je considère qu'on a fait une connerie. Mais ils ont été reçus au Quai d'Orsay aussi. Écoutez, ça peut arriver, hein, mais probablement, encore une fois, dans l'esprit qui était celui d'Alain Juppé de faire régner une atmosphère de concorde, mais c'est une erreur. Voilà. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça m'est égal. Je ne l'aurais pas fait, moi. Extrait de votre documentaire, Un retour à Kigali. Qu'est-ce qui explique cette attitude de la France quand les Belges, eux, ont pris tout de suite leur distance avec ce gouvernement, justement? Je pense... Enfin, il faut... Voilà, il y a une douzaine d'années, j'ai fait un premier documentaire qui s'appelait Kigali, des images contre un massacre, où ce que j'avais cru comprendre à l'époque, c'est que ce Mitterrand, malade, fatigué, avait délégué aux militaires la gestion de ce dossier. Je mets beaucoup de guillemets dans ce que je dis. Aujourd'hui, je pense que Mitterrand, d'après ce que j'ai pu comprendre, il était quand même très impliqué dans cette affaire. Et puis, nous sommes dans une démocratie, et donc les militaires obéissent à des ordres politiques. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aujourd'hui, que je pense que François Mitterrand a une très grande responsabilité dans ce qui s'est passé, oui.
Alors j'aimerais qu'on revienne à vous en tant que reporter. Vous avez aussi vécu des situations extrêmement tendues, encerclé avec des enfants Tutsis dans une paroisse, des Hutus extrémistes qui chargeaient. Comment on arrive à prendre de la distance? Parce que c'est ce que vous questionnez en fait dans votre documentaire tout du long. En 25 ans, si vous voulez, la question de la distance est fondamentale. Je ne sais pas si on aura le temps de le développer dans le journal, mais il faut trouver la bonne distance, quoi. Et donc, pour ça, il faut du temps, il faut de la maturité. En tout cas, moi, je me suis un petit peu écarté du format de l'actualité, du reportage d'actualité, pour justement me diriger vers des films plus longs, plus longs à mettre en œuvre, qui ont un format plus long. Voilà, j'essaye de trouver le format, même si c'est impossible, le format adapté à une histoire aussi énorme que ce qui s'est passé là-bas. Et vous vous êtes aussi beaucoup appuyé sur les archives déclassifiées dans votre travail. On va regarder cette autre séquence, illustration une nouvelle fois des ambiguïtés françaises. Alors qui est à l'origine de ce recours à une stratégie indirecte de soutien aux phares, les forces armées rwandaises, en plein génocide? On en trouve une nouvelle trace dans une note datée du 6 mai 1994, adressée au président Mitterrand par son chef d'état-major particulier, le général Christian Queneau. L'initiative, dont l'amiral Langsade prend bien soin de se démarquer, ne semble pas avoir été prise au niveau d'un simple échelon inférieur. Vous assumez le fait que vous appelez là à la poursuite du soutien aux phares, alors qu'on est au milieu du génocide. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'est-ce qu'on fait. Hein, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait. C'est tout. Alors, voilà, j'ai retrouvé le passage. À défaut de l'emploi d'une stratégie directe dans la région, qui peut apparaître politiquement difficile à mettre en œuvre, nous disposons des moyens et des relais d'une stratégie indirecte qui pourrait rétablir un certain équilibre. Voilà l'expression. Donc, qu'est-ce que vous proposez là, en fait? Ben, je propose rien de concret, en fait, là, à ce stade. Ben, c'est pour ça que je vous demande, parce que... C'est vrai, je me sentais... enfin, on était un peu frustrés de la victoire du FPR en race campagne, en fait. Et que est-ce que on pouvait pas essayer de rétablir une forme d'équilibre pour revenir à Arusha. En fait, c'était ça l'idée. Jean-Christophe Clotz, finalement, tout au long de votre enquête, vous démontrez l'implication française avant, pendant et après le génocide. Comment aujourd'hui définir les contours de cette responsabilité française dans ce génocide? Vous voulez dire d'un point de vue juridique? Juridique ou moral? Si vous voulez, pardon, moi, voilà, je ne me place pas en juge. Simplement, j'ai assisté à un bout de l'histoire d'un certain point de vue et je voulais faire le lien avec la figure d'ensemble. Les responsabilités individuelles, personnelles, je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. Il y a des gens dont c'est le métier. Par contre, d'un point de vue historique, je voulais essayer de remettre l'affaire dans le bon sens, tout simplement. Après, j'ai envie de dire que ce n'est pas une histoire de personne. La réflexion qui m'intéresse, c'est la réflexion sur un système qui a permis, après la Seconde Guerre mondiale, de nouveau ça. En fait, c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce film. Et selon vous, que peut-on attendre du rôle de la future commission d'historiens mise sur pied par le président Emmanuel Macron? Mais beaucoup de choses, j'espère. Vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous attendez dans ce genre de commission? Non, ce que je pense, si vous voulez, rapidement, sur l'histoire des archives, on dit toujours il y a encore beaucoup d'archives à déclassifier. En fait, avec ce qui existe déjà, pour moi, l'affaire est déjà réglée, si vous voulez. Il y a déjà de quoi s'interroger extrêmement profondément sur le rôle de la France. Alors, tant mieux qu'il y ait une commission d'historiens. Moi, ce que j'espère, voilà, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur une lecture commune de ce qui s'est passé. Parce que sur un événement d'une telle importance, c'est pas admissible qu'il y ait des versions aussi contradictoires qui circulent encore dans le monde. Et justement, la justice doit aussi s'emparer
de ce dossier? Mais s'il y a des plaintes, certainement. Enfin, Ouais. vous voyez ce que je veux dire. Il y a des plaintes qui sont en cours. J'espère que... Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a une plainte pour l'affaire de Bicécero qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant. La justice était tentée par un non-lieu. C'est une catastrophe. Il faut au contraire continuer à chercher la vérité dans cette affaire. Oui, continuer à en parler en tout cas et à réfléchir. Merci beaucoup Jean-Christophe Clos d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le nom de votre documentaire Retour à Kigali, une affaire française. Merci beaucoup. Merci à vous.